c'est notre première session du think tank Agir pour l'égalité que donc, nous avons créé avec Marie-Claire il y a maintenant près de 2 ans. Sachez que la directrice de Marie-Claire, les journalistes de Marie-Claire sont aussi présents à nos côtés et qu'il y aura donc un compte-rendu de cette session du think tank sur le Marie-Claire papier ainsi que sur le site de Marie-Claire. Nous sommes également d'ailleurs en live sur Facebook pour donner encore plus d'importance à notre matinale. Donc, c'est vrai que c'est important de continuer nos travaux parce que c'est vrai que cette crise que nous traversons aujourd'hui, elle va certainement être un bouleversement à titre individuel pour chacun d'entre nous, un bouleversement aussi à titre collectif. Et dans quelques temps, nous aurons à créer, réinventer peut-être une autre société. Mais parmi les grands défis que nous aurons à relever, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes reste un marqueur essentiel et restera un marqueur important à défendre dans la société de demain. C'est pour ça que les femmes, on s'est aperçu pendant cette crise, ont joué un rôle important, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont en première ligne dans les hôpitaux, elles sont en première ligne dans les EHPAD, elles sont aussi, comme l'a dit le président, en deuxième ligne dans tout le monde de la distribution et de l'agroalimentaire pour nous aider à nous nourrir pendant cette crise. Mais c'est aussi chacune d'entre nous qui doit relever des défis au quotidien, celui de travailler, comme vous l'avez dit Christiane tout à l'heure, en télétravail, mais aussi s'occuper de l'école à la maison, de s'occuper aussi des tâches ménagères. Alors, je sais que dans certaines familles, on m'a dit que ça avait été une occasion justement aussi pour les hommes de partager, de faire un petit peu plus de partage de tâches, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Et il y a également une période très difficile puisqu'il y a une recrudescence de la violence contre les femmes, une recrudescence très très importante de 36% et nous aborderons ce sujet tout à l'heure. Donc, parmi les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les grands enjeux de l'égalité femmes-hommes dans le secteur du droit, l'importance des rôles féminins, des rôles modèles, et vous en êtes un assurément, Christiane, l'évolution de la présence des femmes dans le secteur de la tech, et enfin, nous aborderons donc comment aujourd'hui protéger les femmes victimes de violences pendant cette période de confinement. Donc, je voudrais vous présenter en quelques mots. Donc, Christiane Ferralchoud, vous êtes ancien bâtonnier du barreau de Paris. Vous êtes aujourd'hui la présidente du Conseil national des barreaux depuis 2012. Vous aviez siégé comme membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que personnalité qualifiée. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse et vous a toujours intéressé. D'ailleurs, je crois qu'une de vos premières décisions en 2012 a été, en tant que bâtonnière, d'autoriser la féminisation du titre d'avocate. Alors, votre présence, elle est très importante pour nous, Christiane. D'abord parce que nous avons eu le plaisir de mettre en place avec le Conseil national des barreaux un partenariat avec le think tank, ce qui va nous permettre de bénéficier d'un regard et d'une expertise juridique sur tous les sujets que nous traitons et sur toutes les propositions concrètes que nous élaborons. Donc, vraiment, je vous en remercie, c'est important pour nous. Vous êtes aussi à la tête d'une profession extrêmement féminine, hein, puisque sur les 67 000 avocats en France, je crois que 55% sont des femmes. C'est un métier donc très féminin, mais, et nous en parlerons tout à l'heure, les défis à relever restent très nombreux en termes d'égalité salariale, de reconnaissance, mais aussi de harcèlement et de sexisme. Et vous nous expliquerez tout à l'heure quelles sont les mesures qui ont été prises par le Conseil national du barreau. Vous êtes aussi une spécialiste de la tech, et ça c'est très important, c'est un secteur où les femmes sont encore trop peu présentes, trop peu nombreuses, alors que la tech et l'IA vont impacter de manière très importante donc, notre société. Vous êtes ce qu'on appelle clairement un rôle modèle, à la fois dans le juridique, mais aussi dans la tech. Et dans la plupart de nos sessions du think tank, cette idée du rôle modèle est fondamentale parce que les femmes ont besoin de pouvoir s'identifier à des femmes qui réussissent. Et c'est votre cas. Vous êtes à la fois, vous avez atteint les plus hautes fonctions juridiques, mais vous êtes aussi dans la tech une spécialiste, hein, puisque vous avez dans le secteur, vous êtes une des meilleures. Hein, vous avez écrit vous êtes l'auteur du cyberdroit, le droit à l'épreuve de l'Internet, paru chez Dalloz. Et puis, vous avez été également élu à
plusieurs reprises World's Leading Women in Business Law dans la catégorie technologie, médias et télécom, et Best of the Best en Information Technology, où vous êtes d'ailleurs la seule femme à avoir été reconnue en France dans cette catégorie. Donc encore un grand merci pour votre présence à nos côtés. Alors Christiane, ma première question, c'est 67 000 avocats en France, 55% sont des femmes. Quels sont pour vous les grands défis à relever en termes d'égalité dans votre profession? Alors merci, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes, mais, Ils sont inscrits, absolument. je salue tout le monde dans cette période où nous sommes tous confinés. Le défi pour cette profession, c'est bien sûr que les femmes puissent progresser et se sentir autorisées à progresser dans cette profession. En vous écoutant tout à l'heure, m'est revenu en mémoire un incident pendant ma campagne au bâtonnat où j'avais réuni des collaboratrices pour évoquer les difficultés que rencontraient les collaboratrices, et j'avais évoqué les technologies comme un formidable outil de liberté. Et je n'avais pas été entendue. Et en fait, moi, en évoquant les technologies, cette chance de pouvoir conserver le lien avec le cabinet à partir de son domicile, c'était quelque chose d'important parce que j'avais le souvenir de moi avec mes enfants petits où parfois à 21h, 22h, j'étais obligée de repartir au cabinet pour traiter des dossiers parce que justement, il n'y avait pas cette facilité. Alors les choses ont évolué évidemment et aujourd'hui, on mesure l'intérêt et cette interpénétration de la vie privée avec la vie professionnelle est une réalité, mais pas seulement dans notre profession, elle l'est partout. Alors les femmes, oui, longtemps, ont été cantonnées au rôle de collaboratrices, souvent de collaboratrices à temps partiel pour pouvoir justement s'occuper des enfants, avoir d'autres activités. Aujourd'hui, les technologies sont un moyen d'occuper pleinement cette fonction. Le grand défi, c'est de véritablement prendre son destin en main, c'est aussi s'imposer pour être associé dans les cabinets, c'est avoir cette capacité d'aller chercher le client, de conserver le client, de ne pas se cantonner à un rôle de juriste, déguisé en avocat, c'est véritablement remplir complètement ce rôle de l'avocat, en y ajoutant aussi qu'il y a beaucoup de disciplines dans lesquelles les avocates ne sont pas présentes. Alors, vous l'avez amorcé très rapidement. Pardon, allez-y. Quelles sont les disciplines où justement les femmes sont moins présentes en fait? Alors, il y a des champs qui s'ouvrent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la compliance. La compliance, c'est aussi beaucoup ce qui est en lien avec le RGPD, alors le fameux règlement de protection des données personnelles. C'est un domaine que les femmes investissent, mais il n'y a pas que ça. Il y a la conformité à la loi Sapin. Il y a aujourd'hui, le chef d'entreprise est confronté à toute une série de réglementations européennes. Il y a cette obligation d'investir, chef d'entreprise, à maîtriser cet arsenal de textes qui a vocation à s'appliquer. Il y a aussi la cybersécurité, qui est un domaine où, là encore, il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de contraintes, et c'est un domaine qui n'est pas investi aujourd'hui par les femmes. Donc, il y a des métiers dans lesquels les femmes ne vont pas. Et là, ce sont des métiers avec des fortes opportunités quand on voit l'évolution de la société. Qu'est-ce qui Absolument. Parce que tout à l'heure, on en parlait, on a dit beaucoup de femmes, mais quand on regarde quand même donc les fameuses élections des meilleurs avocats, des ténors, etc., on est quand même toujours très surpris de voir le très peu nombre de femmes, en particulier par exemple dans le pénal. Comment est-ce que vous expliquez que les femmes ne font, en tout cas, peu partie, il y a une moins bonne reconnaissance peut-être des femmes parmi ces grands avocats, les plus influents? Je pense qu'elles s'orientent
très naturellement vers, je dirais la partie humaine. Vous évoquiez cette partie humaine, le droit de la famille, le droit du travail. Ce sont des domaines qui très naturellement, vont être investis par des femmes. La propriété intellectuelle. Vous avez, des masters, mais archi pleins de femmes, de jeunes femmes, qui s'orientent très naturellement vers ces, spécialités qui sont très importantes. Aujourd'hui, le droit de la famille, Oui. ce n'était pas le cas d'ailleurs quand moi je suis rentrée dans la profession. Donc on voit cette progression et la femme s'y installe très naturellement. Très spontanément. Elle va moins aller, encore aujourd'hui, vers le droit fiscal, par exemple, vers des matières dites techniques. Et on retrouve au niveau de la profession ce qu'on voit, à l'école, ce qu'on voit au lycée, ce qu'on voit très tôt. Il ne vient pas spontanément à une jeune fille d'apprendre à coder, ou en tous les cas, ça sera toujours perçu comme, non pas une Ah, arrêts, mais ça restera marginal. Alors que, il y a vraiment de la place pour, dans beaucoup de matières dites alors, si techniques. je comprends bien, il y a donc des secteurs où les femmes sont surreprésentées, des secteurs où elles sont moins représentées. Votre message, c'est de dire allez-y, emparez-vous des nouveaux métiers, vous avez toute votre place. Mais est-ce que justement, le fait qu'elles soient pas moins représentées dans tout ce qui est fiscal, qui est grand cabinet d'affaires, est-ce qu'il n'y a pas une différence de salaire et de revenus, en fait, entre les femmes et les hommes dans le secteur du droit? Alors le constat, nous avons travaillé sur ces questions et clairement les rémunérations des collaboratrices sont encore souvent inférieures à celles des, collaborateurs. Donc, oui, il y a une situation, mais qu'on retrouve encore une fois dans la société. C'est un travail qui doit être fait. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. J'avais entrepris lorsque j'étais bâtonnier, j'avais créé la commission, parité. On avait, élaboré également une charte qui avait été signée par beaucoup de cabinets. Il y a une prise de conscience et de plus en plus souvent, des femmes qui accèdent au statut d'associées dans ces cabinets prennent conscience de cette situation et aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la libération de la parole. Oui, même sur ce thème, il y a une libération de la parole. Donc des politiques de rémunération se mettent en place qui peuvent être accompagnés de mesures aussi avec les clients. Il y a un prix, par exemple, qui a été créé, mis en place par le barreau de Paris sur le cabinet qui aurait eu des avancées majeures en parité. Donc cette prise de conscience, elle est d'autant plus évidente et naturelle. Alors elle est longue, je ne dis pas qu'elle existe au moment où nous parlons, mais elle est d'autant plus évidente que justement, vous avez énoncé un chiffre important qui est de 56%. On a franchi le seuil des 50%. Moi, j'étais en campagne pour le bâtonnat et la progression se fait très vite parce qu'aujourd'hui, 70% des promotions sont féminines. Alors, justement, Christiane, On vous avez avance. abordé la question souvent des collaboratrices. Est-ce que vous avez des chiffres sur aujourd'hui combien de femmes sont des associées dans les cabinets? Parce que justement, l'idée étant qu'elles ne restent pas simplement des collaboratrices, mais qu'elles passent au niveau des associés. Alors, je, je n'ai pas de chiffres précis là-dessus. D'abord parce que c'est très difficile d'obtenir ces chiffres, mais très clairement, vous avez, on le voit ne serait-ce que lorsque vous affichez les photos d'un cabinet, vous voyez tout de suite le nombre d'hommes qui sont associés par rapport aux collaboratrices. Mais malheureusement, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner Vraiment encore un sur domaine ce où thème. il y a une marge de progression importante, si je comprends bien. Absolument, Alors, absolument. un sujet, vous savez, c'est qu'à chaque fois qu'on fait nos sessions, un sujet qui revient très souvent et qui explique parfois le fait que les femmes disent qu'elles ont moins accès à des postes de responsabilité, c'est le congé de maternité. Alors, quand on est un avocat, vous avez des enfants vous-même, Christiane, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez le sentiment encore que quand une jeune avocate arrive dans un cabinet,
On lui pose la question, mais Madame, est-ce que vous comptez avoir des enfants dans les années qui viennent? Et comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes femmes qui arrivent dans des cabinets peuvent-elles répondre à ces questions? Doivent-elles répondre à ces questions? Et d'autre part, comment est-ce qu'on fait justement pour relever le défi de conserver une clientèle quand on est enceinte? Est-ce que justement les nouvelles technologies seront peut-être un atout? Alors, les choses ont évolué depuis mon époque. Aujourd'hui, le congé maternité et même le congé paternité existent. Ensuite, il y a la réalité de terrain. Si vous n'êtes pas là, c'est vrai que le client, il ne va pas attendre nécessairement. C'est à cela que peut être confronté le libéral lorsqu'il a une difficulté. Et ce qui existe pour les collaborateurs et les collaboratrices aujourd'hui n'existe pas nécessairement pour l'avocate qui exerce de manière individuelle. Donc il y a cette fragilité-là qui existe. Et moi, ce que je réponds à cela, c'est qu'on peut avoir des rythmes de progression différenciés. On n'est pas tous sur la même ligne de départ et on n'avance pas tous au même rythme. Le constat que j'ai pu faire, c'est que certaines femmes qui ont pu être ralenties à un moment donné parce qu'elles ont fait le choix d'avoir un, deux, trois enfants, voire plusieurs, ont par la suite rattraper ce différentiel. Ça, c'est pour en termes de gestion de carrière. Il y a une souplesse quand on est libéral qui fait aussi que l'on va pouvoir peut-être avoir moins de congés qu'un salarié, mais qu'on va pouvoir moduler son temps et s'organiser différemment et, comme vous le dites, avec la technologie, travailler aussi à partir de chez soi. La situation, elle est plus difficile et quelque part injuste pour l'avocate individuelle versus l'avocat individuel. Nous avons beaucoup d'avocats qui exercent de cette manière et là, il n'y a que la technologie pour accompagner véritablement ce lien à conserver, mais ce n'est pas toujours le cas. Prenez le cas, par exemple, d'une grossesse pathologique. On va être confronté pendant plusieurs mois à cette situation. Donc, c'est une situation qui est partiellement prise en compte, hein, puisque nous avons des dispositifs d'accompagnement en cas d'invalidité, d'arrêt maladie et autres, mais qui ne sont pas satisfaisants pour les libéraux, ça j'en conviens, sur lesquels on continue à travailler pour essayer de faire en sorte que les libéraux trouvent appui sur les institutions qui existent à ce niveau-là. Mais globalement, les femmes, je le constate, les avocates, aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes, des femmes qui très naturellement ont envie d'avoir des enfants, ont des enfants. Vous parliez de l'égalité parentale. Il y a de plus en plus de jeunes pères qui s'occupent et qui partagent un certain nombre de tâches. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de mères célibataires et qu'il y a des situations qui se reproduisent avec 67 000 avocats, dont 56% de femmes. Forcément, nous rencontrons les mêmes les mêmes difficultés que dans le reste de la société, avec moins de protection, ce qu'il faut bien admettre. Écoutez, merci. Alors, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais vous savez que vous pouvez nous envoyer et converser avec nous en appuyant sur la petite icône donc chat, et ce qui nous permettra de voir vos questions. Alors, sachez quand même que, Christiane, je vois que on me dit que justement, certains ne savaient pas que le titre d'avocat était féminisé. Je vous en remercie. Et j'ai Annie qui me dit qu'il faut aussi, c'est sans compter les difficultés, sur les juridictions qui n'acceptent pas les renvois pour cause de grossesse ou congé de maternité. Donc, est-ce que vous savez s'il y a une possibilité d'agir sur ce genre de choses? Alors, sur le premier point, première décision Conseil de l'ordre, de féminiser le titre qui effectivement n'existait pas dans notre règlement intérieur
Et cela m'avait beaucoup marqué justement lorsque je m'étais installée, et j'ai d'ailleurs gardé très longtemps ce travers de dire avocat à la cour et pas avocate à la cour. Pour ce qui est des demandes de renvoi, ce sont des difficultés qu'il faut signaler aux bâtonniers qui relèvent localement juridiction par juridiction. C'est un problème sur lequel les ordres essaient de travailler pour éviter ce type d'écueils et de difficultés qui effectivement sont rencontrées. Ce que nous demandons, c'est de manière générale, dans le respect de notre déontologie, que l'adversaire accepte et s'associe à la demande de renvoi, qui est formulée par son adversaire, femme en état de grossesse, mais nous n'avons pas toujours l'aval du chef de juridiction ou du juge qui est en place. Ce sont des cas que nous traitons individuellement. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'Annie a une réponse à sa question et n'hésitez pas à continuer donc à nous envoyer vos questions sur le chat. Donc, on a abordé, et visiblement, il y a encore des gros défis à relever pour vous, hein, Christiane, donc c'est important que vous soyez une femme. J'aimerais aussi aborder une autre question, c'est celui justement vous avez dit la parole s'est libérée, du sexisme et du harcèlement, parce que visiblement, c'est un sujet que certaines études que vous avez faites vous-même ont relevé qu'il y avait encore des vrais problèmes. Donc, quelles sont les mesures? Est-ce que vous pouvez d'abord nous dresser un panorama et peut-être nous dire quelles sont les mesures que le Conseil national des barreaux a prises? Alors, sur le sexisme, les milieux professionnels, vous le savez, sont souvent confrontés à cette difficulté. Encore une fois, on n'est pas les seuls, sauf que sans doute, on est moins bien protégé parce que souvent, vous allez avoir une collaboratrice qui va peut-être travailler dans un cabinet individuel. Donc, le fait des toutes petites structures sont moins bien protégées. Donc, les femmes, oui, dans notre profession comme ailleurs, peuvent subir des réflexions sexistes dans le cadre de leur activité et dans certains cas, nous avons des situations de harcèlement. Alors, nous avons mis en place une convention avec les barreaux pour créer des relais qui permettent à toute victime de harcèlement de compter sur un appui dans cette situation difficile et signaler les faits à son ordre de manière anonyme selon le choix de l'avocat. Donc, en d'autres termes, on a bien mis un dispositif d'alerte de harcèlement qui est organisé. Nous avons un syndicat qui a été très dynamique sur le sujet, qui est la FNUVIA, la Fédération nationale des jeunes avocats. Nous avons la conférence des bâtonniers qui réunit les 163 barreaux. Évidemment, le barreau de Paris est très mobilisé, c'est le 164e barreau. Et sur ce terrain-là, nous considérons qu'il y a zéro tolérance à avoir. Donc aujourd'hui, la prise de conscience est là. Sur les réseaux sociaux, les avocates n'hésitent plus à relayer. Elles n'hésitent pas non plus à porter plainte, sachant que le plus difficile, souvent, c'est faire le pas. Parce que vous avez des barreaux où il y a très peu d'avocats. Donc, c'est toujours s'exposer pour une jeune avocate. Ça peut briser l'élan de carrière, ça peut la conduire aussi à quitter la profession, ça peut la mettre en difficulté localement, d'où l'importance de pouvoir s'exprimer de manière anonyme. Alors, le référent est une bonne approche. Le fait de pouvoir téléphoner de manière anonyme et ce dispositif qui existe n'est pas parfait, peut être amélioré, mais on constate qu'il y a des progressions et en tous les cas, nous en parlons. J'oublie de dire une chose importante, c'est que au Conseil national des barreaux, nous avons intégré à l'article 1 de notre règlement national le principe d'égalité. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est important pour marquer aux côtés des autres principes essentiels qui gouvernent notre profession, ce principe qui aujourd'hui est inscrit, une forme de constitutionnalisation dans notre profession de ce principe.
Moi, je crois que c'est un pas très, très important et Absolument. d'avoir une femme à la tête du Conseil national des barreaux, ça doit justement encourager en tout cas les femmes à prendre toute leur place et à Ouais. s'exprimer. Donc, merci. J'ai un dernier point à aborder avant qu'on passe justement à la tech. C'est que je sais que c'est un sujet qui vous est cher. Vous avez dit tout à l'heure que les femmes prenaient parfois du temps partiel pour élever des enfants. Lors de notre précédent think tank, nous avions abordé les questions de la retraite et l'impact justement du temps partiel sur la retraite. Est-ce qu'on retrouve le même phénomène du fait que les femmes avocates qui prennent des temps partiels ont des retraites qui sont plus faibles? Est-ce que c'est… Alors, nous, on en a beaucoup parlé dans notre combat pour la conservation de notre régime de retraite. Nous avons indiqué que l'un des points sur lesquels on s'était battu, c'était l'égalité de traitement. Et nous avons pris en compte le fait que beaucoup de femmes avaient été collaboratrices, avaient parfois travaillé à mi-temps. Et donc, on a établi une règle qui fait que, indépendamment des situations, il y a toujours le même minimum dont bénéficient hommes et femmes. Donc, c'est peut-être l'un des points sur lesquels nous avons marqué notre souci de l'égalité. Mais ce que je voudrais rajouter, parce qu'on a beaucoup parlé des femmes dans les cabinets d'avocats, mais je voudrais insister sur l'importance, pour que les choses bougent, de faire en sorte que les femmes soient également présentes dans les institutions représentatives de notre profession. Parce que pour faire bouger les lignes, il faut être élu. Il faut, sur ce terrain-là, d'abord, ça permet de dialoguer, ça permet de mettre sur la table les sujets qui concernent les femmes. C'est important et ça fait vraiment bouger les lignes. Et quand on est élu, c'est cette responsabilité là, en particulier quand on est une femme, de faire attention au sort des femmes de manière générale, que ce soit dans la profession ou en dehors de la profession. Je voudrais signaler que nous avons mis en œuvre en 2018, pour la première fois au Conseil national des barreaux, l'application de la loi égalité, qui a fait que le dispositif prévoit qu'il ne peut pas y avoir de déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes élus, dans une proportion de 40%, 60%. Et le dispositif a tellement bien fonctionné que nous sommes exactement à 50% d'hommes, 50% de femmes. Et nous avons même été au-delà de la loi parce que nous avons fait en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes présidents des commissions de travail. Donc, sur ce terrain-là, oui, on peut faire bouger les lignes et c'est véritablement important qu'on soit présent. Par exemple, pour vous donner un autre exemple, nous avons signé une convention d'engagement pour la communication sans stéréotype de sexe avec le Haut Conseil de l'égalité. On a pu donc modifier, je vous l'ai dit, l'article 1 du règlement national. Nous avons également essayé, chaque fois qu'on a pu le faire, fait avancer ce principe fondamental de l'égalité et replacer les femmes avocates à égalité avec les hommes. Très Encore bien. une fois, rien n'est parfait, mais on avance. Non, mais je crois que ce que vous dites est très important, c'est qu'il faut, et ce que nous faisons à l'occasion du think tank, c'est encourager les femmes à prendre des responsabilités et à s'engager, parce que c'est aussi comme ça qu'on fera bouger les choses, même si, et je sais que vous en êtes d'accord, c'est que ce qui est important aussi, c'est de convaincre les hommes du bien fondé de ce combat, parce que c'est aussi avec eux qu'on réussira, et que c'est important que les hommes comprennent qu'ils auront tout à gagner à avoir non pas simplement des collaboratrices, mais des associées femmes pour répondre à tous ces grands enjeux. Alors, juste une autre question aussi, on me dit, est-ce que vous ne pensez pas aussi que la technologie peut être un bon moyen pour renforcer l'arsenal, pour protéger les femmes contre le harcèlement? Alors, oui, bien sûr, les dispositifs d'alerte, notamment dans les entreprises, en est bien une illustration, là où le dispositif est mis en œuvre. Et puis, il y a j'insiste sur l'anonymat parce que ce Bon, que j'ai pu constater, c'est que faire le pas, franchir une porte, aller parler à quelqu'un est souvent plus difficile que de parler de manière anonyme derrière un téléphone ou d'envoyer un message anonyme. Et le message anonyme, c'est bien le principe de l'alerte, le dispositif d'alerte et le moyen d'aider
à franchir ce pas. Moi, j'ai vécu une expérience très intéressante. Je sais qu'on va parler des violences faites aux femmes, mais je me suis rendue au service 3919 et j'ai pu constater que certaines femmes ne téléphonent parce qu'elles ont lu ou entendu des choses et j'ai assisté à un échange téléphonique au cours de laquelle la victime demandait si elle était bien victime. En fait, ce qui était intéressant, c'était de constater qu'il faut parfois cette prise de conscience qu'on n'est pas dans une situation normale et que oui, on fait l'objet de harcèlement par l'accumulation des insultes, le ton sur lequel on parle, la manière dont on s'exprime. Et ça, c'est vrai aussi chez les avocates. Donc, c'est important de le rappeler. Et oui, bien sûr, les technologies est encore une fois pour moi un outil qui peut libérer. Ensuite, bien sûr, il faut faire attention au fil à la patte et à l'asservissement, mais je pense que bien utilisé, c'est un formidable outil pour libérer. Eh bien, justement, merci pour ces précisions. On va parler de la tech plus précisément, puisque c'est votre domaine d'excellence. Et parce que si effectivement la profession d'avocate est très féminisée, dans la tech aujourd'hui, en 2018, il n'y avait que 17% de femmes, alors qu'elles étaient 20% en 2009. En 2009, c'est-à-dire que nous avons la marge de progression est au contraire négative. Donc c'est un vrai sujet et qu'elles sont simplement 8% de femmes à la tête de start-up en Europe. Donc, ce sont des chiffres qui sont très effrayants, inquiétants, et sur lesquels on compte sur des rôles modèles comme vous, Christiane, pour encourager les femmes à intégrer, à embrasser la tech, et dans tous les domaines, mais aussi dans le domaine du droit, hein, parce qu'on va parler des legal tech. Donc, question personnelle, qu'est-ce qui fait qu'une avocate comme vous, Christiane, a souhaité se diriger dans la tech particulièrement? Qu'est-ce qui a fait que ça vous a intéressé et quels seraient les conseils que vous pourriez donner pour intéresser plus de jeunes femmes à se diriger dans des secteurs comme celui-ci? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord l'expérience que j'ai vécue, puisque j'ai eu la chance d'être collaboratrice au cabinet de Christian Huglot et Corinne Lepage. Et j'ai mesuré l'importance de la spécialité. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, même si beaucoup d'avocats s'intéressent à l'environnement, il y a finalement très peu de cabinets identifiés comme spécialistes. Donc, il y a 30 ans, ils étaient déjà spécialistes et j'ai mesuré l'importance de la spécialité. Et la deuxième, c'est l'ouverture, la curiosité et être toujours prêt lorsque le hasard fait que vous faites une rencontre. Et moi, ça a été une rencontre que je n'ai pas cherchée, mais que j'ai su exploiter derrière. Ça s'est passé de manière extrêmement banale. Un dîner au cours duquel un médecin m'a posé des centaines de questions sur les bases de données médicales, sur le dossier médical. Est-ce qu'il est la propriété du médecin? Est-ce qu'il est la propriété du patient? Est-ce que la sage-femme peut y accéder? Enfin, des questions de ce type que je ne m'étais jamais posées. Mais j'ai dû à peu près bien répondre à toutes ces questions, ou en tous les cas suffisamment l'intéresser pour qu'il me propose de venir rencontrer des médecins passionnés d'informatique, et c'était les tout débuts de la carte vitale. Donc moi, mon point d'entrée, ça a été ça. Et comme je ne comprends bien et je ne maîtrise bien que ce que j'écris, j'ai fait la liste de toutes les questions et j'ai donc travaillé sur des éléments de réponse. Et puis ensuite, c'est le hasard qui continue. Ils en ont fait une publication dans leur feuille de chou qui est tombée entre les mains d'un professeur de droit qui m'a appelé, qui a trouvé que c'était intéressant, qui m'a proposé d'intervenir pour la première affaire à l'époque d'un logiciel développé par des salariés et donc il y avait une bagarre entre l'employeur et les employés qui considéraient donc avoir des droits. Et cette affaire, finalement, a été une affaire qui a illustré la première loi sur la protection du logiciel et plus particulièrement
l'œuvre réalisée par des salariés dans ce contexte. Et puis voilà, une affaire en a amené une autre. Donc, c'est complètement le hasard. Et moi, j'ai été beaucoup formée par les experts judiciaires en informatique, ce qui m'amène à dire deux choses. La première, c'est que le droit n'est pas déconnecté de la réalité opérationnelle. Et c'est très important de mettre les mains dans le cambouis. L'avocat, il n'est pas là pour énoncer la règle de droit, il est toujours là pour expliquer un contexte et donner vie à une règle de droit par rapport à une réalité opérationnelle. Et la deuxième chose, c'est que c'est très important de travailler avec les experts judiciaires. Et trop souvent, je trouve que les avocats n'investissent pas le débat judiciaire qui commence sur le terrain, qui commence avec les experts. Ils négligent trop souvent cette phase qui est non seulement une phase de transfert d'informations, mais où finalement vous construisez tout l'argumentaire. Donc moi, j'étais très isolée parce qu'il n'y avait quasiment que des hommes, mais j'ai beaucoup appris avec eux. Alors, Voilà. justement, Christiane, visiblement, vous n'avez pas fait face à malheureusement ce syndrome que j'entends trop souvent lors de nos sessions, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. Vous vous êtes pas dit, ah, mais non, je sais pas pour moi, etc. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'avec l'école du barreau, vous travaillez justement? Est-ce que vous donnez vous-même des conférences pour dire, mais allez-y, emparez-vous de sujets comme ça pour encourager les jeunes avocates à faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire que saisir une opportunité de travailler pour devenir la meilleure. Alors, je pense que dans chaque domaine, il faut travailler chaque domaine pour arriver à être le ou la meilleure dans son domaine et que c'est ça qui fait progresser. Mais sinon, oui, bien sûr, chaque fois que j'en ai l'occasion, je le dis. Ce que nous avons fait, c'est développer dans le cadre de la formation continue et dans la formation initiale, tout ce qui est en lien avec le numérique, puisque aujourd'hui le numérique est partout. J'invite à deux choses, l'utilisation des outils pour maîtriser le dispositif. Il y a même certaines écoles qui se sont investies dans tout ce qui est codage pour véritablement comprendre la logique. Et puis, des matières. J'ai évoqué plutôt la cybersécurité. Il y a un module qui est en cours de finalisation en e-learning. Nous l'avons fait également sur des matières, le RGPD par exemple, pour ne citer que lui. Mais oui, on encourage. Et la semaine dernière, nous avons voté au Conseil national des barreaux une spécialité autonome sur les données personnelles et on essaie de décomposer les matières de spécialité qui jusque-là étaient réunies ensemble en termes de communication, télécommunication et autres. Il y a plein de spécialités à acquérir aujourd'hui. Si on parle de la blockchain, par exemple, il y a de plus en plus d'attentes. Donc, ce n'est pas global. Vous pouvez être très bon dans une matière donnée dans le numérique. Christiane, une avocate de 40, 45 ans, 50, 55 ans, peut acquérir et faire un diplôme parallèle qui va lui permettre d'être devenir spécialiste donc, de la cybersécurité ou de la compliance. Alors, je Non pense seulement de l'origine, de la formation pour devenir avocate, mais est-ce que vous avez à votre disposition de la formation continue à disposition des avocates pour pouvoir justement acquérir ces compétences? Alors, on essaie de multiplier ce type de module pour permettre les transitions, mais aujourd'hui, le numérique est très transversal. Aujourd'hui, prenez par exemple en droit du travail, la plupart des preuves sont des preuves numériques. Donc, la spécialité, ou en tous les cas, là où vous pouvez performer, c'est en étant spécialiste de droit du travail, de bien comprendre la preuve numérique. Ce n'est pas une spécialité, ça devient une manière de mieux appréhender et de mieux maîtriser le dispositif dans son ensemble, dans sa matière. Donc aujourd'hui, je crois que autant vous pouvez acquérir une spécialité dans le RGPD où il y a vraiment une méthode, autant sur plein de sujets, c'est une amélioration dans le cadre de sa propre spécialité.
D'accord. Mais la Donc, spécialité reste on importante. continue. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la tech et du numérique, on ne pense pas toujours au métier du droit. Alors qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tous les avocats aujourd'hui devraient être formés aux technologies, au numérique. Et au tout début de cet entretien, vous nous aviez dit aussi que vous aviez compris l'importance de la spécialisation. Et la question des legal tech, qui sont aujourd'hui très nombreuses, font que peut-être justement le droit est en train d'évoluer et qu'on va attendre de l'avocat une spécialisation, une valeur ajoutée encore plus importante, à la fois dans tous les domaines, mais aussi dans la création des legal tech. Et j'aurais bien aimé qu'on aborde justement ces legal tech, hein, puisque aujourd'hui, je crois que depuis le décret Macron de juin 2016, il permet aujourd'hui aux avocats d'avoir une activité commerciale accessoire avec donc des legal tech, mais qui sont donc plusieurs avocats se sont aujourd'hui lancés dans ces domaines-là. Mais ce qui est intéressant, c'est avec il faut que les avocats soient majoritaires, c'est ça, je crois, dans la legal tech. J'aimerais bien que vous en parliez. Et je sais qu'il y a eu justement des salons qui ont été lancés sur ces questions-là. Vous-même, vous avez organisé certains événements. Est-ce que les jeunes femmes avocates aussi se lancent et investissent la legal tech? Oui, bien sûr. En fait, les avocats ont souvent compris l'intérêt d'application et je pense, en vous parlant, à un concours de l'innovation au cours duquel avait été présentée une application par 2 avocates qui font beaucoup de droit de la famille et cette application avait vocation à aider leurs clients en amont et en aval sur la gestion, sur l'après-divorce notamment. Et l'exemple qu'elle m'avait donné, c'était on peut accompagner notre client sur comment passer du compte joint à un compte séparé. Donc, cette application avait vocation à créer le lien avec les clients. Ils sont très inventifs, hein. Nous avons un concours de l'innovation qui est porté par l'Observatoire du Conseil national des barreaux et qui fonctionne bien puisque nous avons des élèves avocats, nous avons des jeunes avocats qui proposent des solutions qui sont parfaitement adaptées à notre profession. Ensuite, il faut que cette activité reste accessoire. Évidemment, vous l'avez souligné. Mais surtout, ce qui, moi, m'apparaît important, c'est que ce soit les avocats qui investissent ces legal tech, parce que la valeur ajoutée dont vous parlez, elle est fondamentale. Encore une fois, l'avocat, il n'est pas là pour donner de l'information juridique. Elle est importante, l'information juridique, mais si vous avez envie de la trouver, vous la trouverez. Ce qui est important, c'est d'expliquer un contexte pour expliquer pourquoi la règle de droit ne va pas s'appliquer de telle ou telle manière. Et ça, on ne le retirera jamais aux avocats. Jamais. Christiane, je vois qu'il y a 2 petites questions là aussi. Là, on me demande quand même, Anne-Sophie demande si vous pouvez rappeler ce que c'est que la legal tech, parce que c'est vrai qu'on l'avait abordé. Et il y a eu un autre commentaire aussi qui me dit que c'est vrai que l'école 42, par exemple, accueille des élèves qui sont très, très, très majoritairement masculins. Et donc, c'est vrai que là aussi, il faut peut-être encourager les jeunes femmes à y aller. Donc, rapidement, si vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la legal tech. Alors, ce qu'on appelle la Legal Tech, c'est un service juridique en ligne qui a vocation à offrir des services. Alors, il y a de l'information, mais cela va conduire à accompagner un client par une série de questions. Donc, la frontière, et il nous appartient d'y veiller au Conseil national des barreaux, c'est que ça ne déborde jamais sur la consultation juridique qui est du seul ressort des avocats. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on incite les avocats à occuper ce terrain, parce qu'il y a une demande et une attente de la part des clients, mais c'est ça. Pour répondre de manière très factuelle, c'est les services juridiques en ligne. Ensuite, on voit que l'intelligence artificielle qui se met en place peut conduire certains à penser que l'avocat va disparaître et que l'intelligence artificielle va se substituer. On a
d'ailleurs très récemment eu un décret qui a fait beaucoup réagir la profession d'avocat avec ce décret Data Juste, qui est un décret qui est sorti le 29 mars dernier, en dimanche, en plein coronavirus, et qui annonce qu'on va mener une expérience sur l'évaluation du préjudice corporel. Alors, ce décret n'est pas du tout anecdotique, et même s'il est annoncé comme étant à titre expérimental, nous réagissons vivement là-dessus, parce que ce à quoi il faut faire attention, c'est à ne pas basculer dans une modélisation qui justement va unifier à partir de règles qui n'évolueront pas d'une certaine manière et qui vont pérenniser ce qu'on appelle des biais. Je vous donne un exemple. Vous évoquiez la rémunération des femmes. Si en 2017, puisque c'est la jurisprudence de 2017 à 2019 qui est visée, l'indemnisation d'un préjudice corporel a été fait sur la base du salaire perçu par une femme, lequel est 30% inférieur à celui d'un homme, ça veut dire que le biais qui existe va pouvoir être reproduit indéfiniment et que le préjudice accordé à une femme risque d'être toujours inférieur à celui d'un homme, ce qui n'est pas admissible. Voilà les risques que l'on voit émerger dans les algorithmes. Un sujet fondamental, hein, ceux qui ont assisté aux précédentes sessions du think tank sur la tech le savent, le nombre de femmes dans l'intelligence artificielle est très, très, très faible. Je crois qu'il est de l'ordre de 7% dans le monde. Dans le monde, oui. L'IA, comme vous l'avez dit, est en train de façonner l'intégralité de ces études. Et beaucoup s'interrogent, dire qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. Donc, si toute l'IA est mis en œuvre par des hommes, obligatoirement, même de façon inconsciente, ils vont reproduire des biais préexistants. Et donc, certains se posent la question, et c'est une question juridique, est-ce qu'il faut justement modifier les données de l'IA? Est-ce qu'on peut rattraper des biais préexistants? Qu'est-ce qu'en pense la juriste, enfin, l'avocate spécialiste justement du droit de l'Internet? Est-ce qu'on a le droit de modifier de façon volontaire les informations pour lutter contre les biais sexistes? Alors, nous avons présenté, dans le cadre du G7 2019, nous avons présenté une résolution portée par mes homologues et moi-même au nom des avocats en matière d'algorithme, en indiquant qu'il était fondamental qu'il y ait des regards croisés et que la conception intègre bien regard des hommes et des femmes. Parce qu'il faut bien comprendre que la machine ne reproduit que des raisonnements humains. Et un raisonnement humain, il a forcément des biais qui sont culturels et on sait que les résultats d'un algorithme pensé par un homme ne donnent pas les mêmes résultats que par une femme. Donc, il est important, pour apporter ce correctif, qu'il y ait bien ce regard croisé homme-femme. Mais ça ne s'arrête pas uniquement au biais homme-femme. Il y a plein d'autres biais subjectifs, et c'est la raison pour laquelle il est véritablement important de s'attacher au respect d'un certain nombre de règles éthiques qui doivent intégrer l'égalité, mais qui doivent aussi inciter des femmes à être moteurs sur ce terrain et à toujours prendre en compte cette subjectivité qui risque de se pérenniser. Vous évoquiez le regard de la juriste, j'ajoute une autre dimension qui est qu'en France, on raisonne par rapport à la règle de droit. Si la règle change, toute la jurisprudence antérieure peut être nulle et non avenue. Prenez par exemple les règles d'encadrement du loyer. La règle a vocation à s'appliquer sur le futur et pas le passé. Or, l'algorithme et l'intelligence artificielle s'appuient toujours sur les précédents. Donc, on est en train, l'air de rien, avec l'intelligence artificielle, de basculer d'un raisonnement propre à notre règle, au droit fondamental, ce qu'on appelle le droit fondamental, droit continental, à un droit à l'anglo-saxonne. Donc, il faut faire attention, et là, il y a une difficulté qu'il faut anticiper.
saluer les journalistes de Marie-Claire, là, que je vois qui interviennent aussi, mais sur les côtés. Je pense que ça, c'est un sujet super intéressant, hein, parce qu'il va falloir peut-être aborder aussi dans le sujet. Oui, oui, c'est vrai que c'est une différence de droit qui est assez essentielle. Donc, effectivement, on comprend que l'IA, c'est important, qu'il faut… Mais lorsque nous avions fait notre session sur l'intelligence artificielle, on avait évoqué parmi nos mesures qu'il faudrait qu'il y ait une instance de contrôle, Oui. d'être certaine et que même les consommateurs puissent s'assurer que ils achètent un produit, etc., qu'il a été élaboré, qu'ils travaillent avec des entreprises où il puisse y avoir beaucoup plus de parité. Mais nous étions posé la question, où doit se situer cette instance de contrôle? De s'assurer que les entreprises aient bien des chercheurs, femmes et hommes qui travaillent sur l'IA. À quel niveau est-ce qu'il doit être cette instance de contrôle? Parce qu'on ne peut pas encourager s'il n'y a pas de contrôle et s'il n'y a pas sanction. Autrement, ça ne sert à rien. Donc, où doit être l'instance de contrôle et comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des sanctions? Alors, concernant le monde juridique, le monde judiciaire même, nous avons signé avec, la Cour de cassation en juin, 2019, un accord qui vise précisément ce point. En fait, on demandait 2 choses. Pour que l'intelligence artificielle fonctionne, et qu'on maîtrise le dispositif, encore une fois, il est important de bien s'assurer de l'intégrité des données. Alors, je précise cela parce que si vos données intègrent des décisions belges ou des décisions du Pays-Bas ou même chinois, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Donc, il faut savoir ce que vous avez dans la donnée. Donc, nous, ce que nous avons signé dans cet accord, c'est de cassation, piloter et aspirer l'intégralité des décisions judiciaires au plan national. Le deuxième élément concernait cette instance que vous évoquez, en demandant que cette instance associe bien sûr la Cour de cassation, le Conseil d'État, enfin les plus hautes instances judiciaires, et puis les avocats, pourquoi pas la Commission nationale informatique et liberté. Donc nous avons demandé qu'il y ait une instance qui puisse vérifier et s'assurer que les principes soient respectés. Ensuite, s'agissant des principes, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le Conseil de l'Europe a émis une série de règles, de principes éthiques qui sont publics et qui devraient être intégrés dans tous les appels d'offres, les marchés publics, de manière à garantir ces principes. Ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, une instance unique peut être rattachée à une instance déjà existante, c'est ce que nous avons dit. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de la Commission nationale informatique et liberté, que ce soit au niveau de l'ANSSI, enfin, on voit qu'il y a un certain nombre d'autorités administratives indépendantes. Moi, ce qui me paraît important, c'est que systématiquement, ces principes du Conseil de l'Europe, qui sont les principes, et qu'on ait tous et toutes cette alerte dès lors qu'il y a de l'intelligence artificielle quelque part, dès lors que les algorithmes sont utilisés. Il faut créer ce réflexe de vérification et d'interpellation, et cela commence à se faire. Eh bien, moi, je vous propose, chère Christiane, que nous soyons partenaires sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur énormément au think tank Agir pour l'égalité. Nous avons des partenaires aussi comme Salesforce qui sont des grands acteurs du sujet. Et nous, on est prêts à vraiment travailler avec vous pour porter ce sujet, parce que l'égalité passera aussi par une meilleure surveillance et des meilleures sanctions pour ceux qui ne respectent pas cette IA, même si le pendant, c'est d'encourager les femmes à y aller et à elles aussi intégrer le monde de l'intelligence artificielle, parce qu'on ne pourra rien faire si, mesdames, mesdemoiselles, vous n'y allez pas et vous n'allez pas travailler dans ce secteur-là. Donc, en tout cas, comptez sur nous pour porter ce message, chère Christiane, parce que c'est quelque chose d'important pour nous aussi. Voilà, juste un petit mot, voilà, j'ai quelqu'un qui me dit il y a des classrooms qui sont mises en place par l'Institut Montaigne pour comprendre l'IA.
en moins de 6 heures. Donc, allez-y, c'est très important. C'est une manière de se former. J'ai aussi quelqu'un qui me dit la grève des avocats a montré la précarité des jeunes avocats. Un quart d'entre eux quittent le métier après moins de 10 ans dans la profession. Est-ce que cette précarité, elle est genrée? Est-ce que la précarité, elle est plus chez les avocates femmes que chez les hommes? Est-ce que vous avez des informations sur ça? Alors, comme vous avez une majorité de femmes entrantes, forcément, ça affecte plus les femmes que les hommes. Oui, c'est vrai, mais il y en a aussi qui reviennent après d'autres expériences. C'est vrai, je rejoins le point qui a été soulevé, il y a une très forte précarité et d'ailleurs nous avons lancé un questionnaire au Conseil national des barreaux la semaine dernière et nous constatons que 40% des avocats qui ont répondu, et ils sont plus de 10 000 à avoir répondu en moins de 3 jours, 40% considèrent être en arrêt total. Alors, les causes peuvent être liées aux technologies qu'ils ne maîtrisent pas, au fait qu'ils ne sont pas organisés pour travailler à distance, pas d'ordinateur portable par exemple, quelque chose d'aussi simple que cela. Donc le numérique aujourd'hui est une garantie de continuité de l'activité. Oui. Chère Christiane, Euh, on tourne, malheureusement, on pourrait en et, parler pendant des heures. et ce que je constate, c'est que c'est aussi des jeunes. Alors, j'aimerais aussi, comme on l'avait dit en début de réunion, aborder les conséquences du coronavirus. Elles sont immenses, mais il y en a une qui est particulièrement dramatique, qui est celle justement de la recrudescence des violences contre les femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une augmentation de 32% des interventions contre la violence contre des femmes dans le territoire français et plus de 36% en région parisienne, peut-être justement à cause des maisons plus petites, des appartements plus petits. Christophe Castaner a mis en œuvre un système d'alerte dans les pharmacies, mais aujourd'hui, concrètement, comment on fait pour défendre les femmes en période de confinement? Alors, ce que nous avons fait, c'est que, nous avons mis en place un numéro de téléphone, qui est à destination des professionnels, qui n'est pas à destination du grand public, puisque le grand public, vous savez que c'est le 3919 et qu'il ne faut pas interférer avec ça. En fait, j'ai eu un échange extrêmement intéressant la semaine dernière avec la présidente du Conseil national des pharmaciens et avec la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins. Donc, nous travaillons en concertation. On a constaté qu'une femme victime de violence, son premier point de contact est chez le pharmacien. C'est là qu'elle arrive à s'échapper pour venir trouver des médicaments pour souvent soigner des coups qu'elle a pu recevoir. Mais il n'y a pas que les coups, il y a également le harcèlement moral et la violence verbale dont elle peut être victime. Mais c'est quand même chez le pharmacien, a priori, que se fait le contact. Donc, nous avons diffusé un numéro de téléphone qui est relayé par des élus du Conseil national des barreaux qui sont bénévoles, qui se relaient ce numéro de téléphone toutes les 4 heures, donc 24 heures sur 24, et qui oriente vers les barreaux, vers des avocats à même d'obtenir en un temps record des ordonnances de protection. Donc voilà notre contribution à cette aide. C'est relayé également par différents professionnels, notamment dans les commissariats, dans les gendarmeries, mais c'est surtout via les pharmaciens, les médecins, moins souvent, mais notre contribution se fait dans cet accès au bon avocat dans l'urgence pour pouvoir présenter cette ordonnance de protection pour permettre l'éloignement du conjoint. Alors vous avez raison, on parle de violence intrafamiliale parce qu'il y a les femmes, mais il y a les enfants également. Et on a assisté à des situations absolument dramatiques qui s'accélèrent dans cette circonstance de confinement que vous avez très bien décrite. Voilà, j'ai quelqu'un qui me dit, Annie, qui me dit qu'il y a aussi des groupes d'avocats volontaires qui se sont constitués au sein des barreaux pour poursuivre leur mission, notamment déposer des demandes d'ordonnance de protection. Nous continuons à travailler à distance avec des pièces envoyées par mail, échanges par mail, etc. Donc, Absolument. c'est important de savoir Et, si oui, c'est oui. possible encore de contacter un avocat.
Oui, alors ces groupes, ce que nous essayons de faire, c'est évidemment pas du tout de nous substituer. Toutes les bonnes volontés doivent se rapprocher du barreau. Nous avons un numéro de téléphone. L'idée, c'est quoi? C'est que quand le pharmacien nous appelle, qu'on soit capable territorialement de savoir quel est le barreau compétent. Nous avons un numéro de téléphone qui nous a été donné pour la quasi-totalité des barreaux. Ce numéro de téléphone ensuite va renvoyer aux avocats à même de réagir et de pouvoir obtenir cette ordonnance de protection et d'accompagner la victime par la suite. Nous orientons également vers les associations qui, pour tous les problèmes que vous pouvez imaginer, d'hébergement mais ces situations sont absolument dramatiques. Ouais, et comme vous l'avez dit, c'est les femmes et les enfants en général qui sont Absolument. premiers. Alors, il va nous rester que quelques minutes. S'il y a encore des questions, des gens qui veulent donc intervenir, c'est le moment. N'hésitez pas à le faire tout de suite hein, en appuyant sur le petit morceau le petit icône chat. J'ai une question qui me dit, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura… Alors, attendez. L'information sur l'éviction du conjoint ne semble pas bien circuler. De trop nombreuses femmes et enfants quittent encore le domicile conjugal et se retrouvent dans des situations très difficiles. Comment faire pour mieux informer, Christiane? Alors, ça passe par cet échange, mais encore une fois, l'idée est de ne pas ajouter des informations aux informations qui circulent déjà et de redonner à l'avocat ou aux avocats déjà en mode réponse dans les différents barreaux, leur permettre d'être tout de suite en contact avec les victimes et de bien informer. D'où l'importance d'avoir des avocats qui connaissent la matière et qui peuvent être réactifs sans délai pour pouvoir en quelques heures apporter les bonnes réponses. Bah, écoutez, Nous, merci. c'est la coordination. C'est là que nous avons considéré qu'on était les plus efficaces et de manière à couvrir l'intégralité du territoire. Je pense que vous avez répondu à Charlotte, hein, qui me demandait aussi, en qualité d'élève avocate, comment elle peut participer solidairement à une quelconque action en cette matière. Est-ce que les élèves avocates peuvent aussi vous aider sur ces questions-là? Toutes les bonnes volontés sont appelées. Le mieux, c'est de se rapprocher du directeur de l'école et de faire passer la demande par l'intermédiaire du canal de notre commission formation qui s'occupe de la formation initiale et de la formation continue, de manière à accompagner. Nous avons également un tutoriel qui a été mis en place pour former sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Et nous avons été très présents, notamment le 25 novembre dernier, à travers tout le territoire, avec les écoles d'avocats. Donc, les élèves avocats et avocates se souviendront qu'ils ont été mis à contribution à cette occasion. Et nous avions diffusé ce film Jusqu'à la garde, qui évoque cette violence terrible, la solitude que peuvent ressentir les magistrats, les avocats, face à cette responsabilité terrible pour éviter le pire. Mais il y a des moyens et nous sommes là pour ça. Alors, juste une question, on me demande où est-ce qu'on le trouve, ce tutoriel? Alors, il faut passer par la commission formation pour les élèves avocats. Et sinon, normalement, le site du Conseil national des barreaux devrait donner la réponse. Sinon, je vais faire en sorte que ça soit le cas. D'accord. Merci beaucoup, chère Christiane. Vraiment, je suis ravie de voir que beaucoup de personnes d'ailleurs nous disent qu'ils sont très contents de ces échanges très clairs. Vous avez été absolument formidable, une grande clarté. Je Je voudrais voudrais juste… rajouter quelque chose. Je voudrais rajouter que chaque année, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, nous avons une journée le 4 octobre pour aller à la rencontre des jeunes dans les collèges de 5e, parce que l'égalité et la prise de conscience, elle commence chez les tout jeunes. Et en 2019, le thème était précisément l'égalité garçon-fille. Donc, nous avons été plus de 1500 avocats à nos rangs dans des collèges. Ce lien
permettra à la fois de bâtir cette image du rôle de l'avocat acteur au cœur de la société et de jouer notre rôle de prévention, d'explication et porteur des valeurs fondamentales comme l'égalité. Bah, je crois que C'était le cas. vous avez expliqué très clairement pourquoi nous sommes vraiment ravis avec le think tank Agir pour l'égalité de Marie-Claire de l'établissement de ce partenariat avec vous, avec le Conseil national du barreau. Je sais que nous allons certainement pouvoir construire beaucoup de choses ensemble. Je crois que vous faites aussi une grande convention au mois de novembre, c'est ça, pour tous les avocats. Juste ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y aura un monde d'après aussi pour les avocats? Oui, bien sûr, il y aura un monde d'après. D'abord parce que les avocats ont tous fait de gros progrès en numérique, ne serait-ce qu'en découvrant toutes les fonctionnalités, les fonds numériques et autres informations. Donc, on a tous beaucoup progressé dans le numérique. Et puis, je pense que nous avons basculé sur tout ce qui est travail à distance, mais même avec les magistrats et autres. Ce à quoi il faudra être très vigilant, c'est que la justice numérique, euh, ce n'est pas la justice humaine et que s'il faut promouvoir les outils numériques, il faut faire très attention quand on parle de justice et qu'il y a un moment de vérité qui ne se fait pas derrière un écran. Aussi bonne soit la visio, elle ne remplace pas l'émotion qui doit être présente dans l'expression. Et il y a un autre élément très important dont on ne parle jamais, qui est l'importance de l'unicité du procès. C'est-à-dire qu'au moment où vous plaidez, d'avoir le juge, les avocats et les parties au même endroit, c'est capital. Parce que quand vous écoutez une partie plaider, vous voyez en même temps l'autre partie, les réactions, la manière dont les victimes peuvent réagir. Les silences sont importants. Et tout ça, ce n'est pas du numérique. Donc, oui pour le numérique, et je pense que personne ne pourra imaginer 3 secondes que je ne sois pas favorable au numérique, qui a quand même porté toute ma vie professionnelle et que je trouve tout à fait captivant. Mais il y a attention au positionnement du curseur, et cela concerne chacun de nous, chacune d'entre nous. Il y a un moment où il faut rebasculer dans l'humain. Et ce à quoi il faudra faire attention, c'est que le curseur aura avancé après, mais il faudra toujours revenir aux fondamentaux et s'assurer que des libertés fondamentales et la qualité du procès en fait partie. En d'autres termes, la justice n'est pas un service public comme les autres. Et quand la justice se fissure, c'est tout l'équilibre social qui risque de se fissurer. Et les avocats, nous avons ce rôle-là à jouer parce que nous sommes des sentinelles. Bien, je vous remercie pour cette magnifique conclusion. Vous avez parlé d'humain. Ça va me permettre justement de rappeler que notre prochain webinaire, nous aurons quelque chose sur la santé. Donc, où là, encore une fois, l'humanité de nos soignants a été vraiment bouleversante. Donc, bien entendu, on vous conviera aussi à ce webinaire-là. Je voudrais juste dire qu'effectivement, quand vous venez aux séances, normalement, nous avons des workshops où vous contribuez aussi par vos expériences à élaborer des propositions concrètes. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je compte sur vous pour pouvoir nous envoyer sur la boîte contact@connectingleadersclub.com, contact@connectingleadersclub.com, tous vos propositions concrètes, puisque comme vous l'avez compris, je crois qu'avec Christiane, nous partageons cette ambition du concret et de l'action. Donc, vous pourrez vous inscrire, puisque j'ai des questions, en répondant à nouveau à la newsletter qu'on vous envoie, et on vous enverra à tous, bien entendu, les liens d'inscription pour les prochains. Donc, merci à tous. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver donc l'intégralité de ce webinaire à la fois sur le site de Connecting Leaders Club, mais aussi donc un compte-rendu dans Marie-Claire, dans le journal Marie-Claire, ainsi que sur le site de Marie-Claire. Et je crois que Christiane aussi fera d'ailleurs, je crois, une tribune sur justement tous les grands enjeux qu'elle a évoqués aujourd'hui.
Donc, merci à tous et je vous donne rendez-vous, donc bien entendu, sur notre site. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos propositions concrètes. N'hésitez pas à vous engager comme Charlotte pour essayer d'aider avec une conjonction d'actions. Et je vous retrouve très bientôt. Et surtout, restez confinés, restez connectés avec nous et prenez soin de vous. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci.